Mon nez, mes oreilles. Oui, tout. Donc tu m'aimes totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul. Au commencement, il y a un vulgaire et joli roman de gare de Moravia, nous dit Jean-Luc Godard, plein de sentiments classiques et désuets, en dépit de la modernité des situations. Mais c'est avec ce genre de roman que l'on tourne souvent de beaux films. L'existence du roman de Moravia est très importante pour le film de Godard. Je ne suis pas sûr que Godard aurait fait le même film s'il n'avait pas choisi ce roman-là, et pour des raisons de contenu, pas pour des raisons de scénario. Parce que d'habitude, quand il prend un polar, c'est pour avoir l'histoire. Comme ça, il n'a pas à chercher l'histoire. Là, c'est pas l'histoire, c'est les sentiments. C'est ce dont ça parle qui l'intéresse réellement. Même si après, il dit « je m'en fous, c'est un petit roman ». Quoi. Donc là, il ment. Enfin, je pense que là, il ment. Il réécrit l'histoire. Quoi. Réécrire l'histoire avec un scénario. Le scénario le plus abouti de Jean-Luc Godard, et dans lequel on peut lire Paul est un personnage de Marianne Bad qui veut jouer le rôle d'un personnage de Rio Bravo. Contrairement à son mari, qui agit toujours à la suite d'une série de raisonnements compliqués, Camille agit non psychologiquement. Si l'on peut dire par instinct. Une sorte d'instinct vital, comme une plante qui a besoin d'eau pour continuer à vivre. Peut-on lire aussi dans le scénario du mépris. À travers son monocle, Lang pose sur le monde un regard lucide. Il sera la conscience du film, le trait d'union morale qui relie l'Odyssée d'Ulysse à celle de Camille et de Paul. C'est quand même un très grand film sur le casting, enfin, je trouve, c'est-à-dire que parce que c'est plus qu'un casting de personnages psychologiques, c'est un casting d'instances un peu. C'est comme s'il y avait des instances qui viennent d'ailleurs, enfin, le producteur américain, le grand cinéaste allemand, enfin américain, etc. Et ils apparaissent un peu comme des divinités, enfin, à leur façon, chacune. Et puis le niveau des humains, si on peut dire, qui est Piccoli et Bardot, le couple est génial. C'est-à-dire que Piccoli était le partenaire parfait pour Bardot. Un bon moment avant que le projet du mépris arrive sur le tapis, il m'avait dit qu'il avait envie de faire un film avec Brigitte Bardot. Ouais, il m'en avait parlé comme ça, il me dit finalement, j'aimerais bien. Alors il citait certains films de Bardot où il avait trouvé qu'elle était tellement gracieuse, tellement belle, etc. que, en fait, il aimerait bien voir ce que lui pourrait faire avec elle. C'est Bardot qui fait savoir à Godard qu'elle aimerait tourner avec lui. Et ce film-là, elle avait lu le roman et elle a envie de tenir ce rôle. Et Godard est très content parce que Bardot avait été très importante au Cahier du cinéma. C'est-à-dire que quand quand est sorti Et Dieu créa la femme, finalement, c'était pas un grand film, enfin au niveau du cinéma, mais il y avait une espèce d'un seul coup de liberté de bouger, de parler, et Bardot, même l'érotisme de Bardot et surtout sa liberté de jeu, évidemment, avait fasciné toute la nouvelle vague. Hein. À l'époque, ils étaient simplement critiques, c'est en 56, donc c'était à 3 ans avant qu'ils fassent leur premier film, réellement. Donc Bardot était devenu une sorte d'idole au Cahier, parce que pour eux, il y avait enfin un corps qui incarnait la jeunesse, alors que les acteurs du cinéma d'avant, ils ne savaient pas quoi en faire. Godard ne s'en sert pas du tout comme dans Et Dieu créa la femme. Il la fait pas bouger, danser, etc. C'est-à-dire, il se sert beaucoup de son visage comme une surface opaque, comme ça. Et évidemment, on comprend que Michel Piccoli, enfin que le personnage de Piccoli, ça le rend fou. Ça, c'est-à-dire le fait que elle peut dire oui ou non, et c'est pareil, on ne pouvait aucun indice de vérité sur son visage, et cette opacité-là était dans l'actrice Bardot. Alors voilà, le décor. La première partie se passe à Rome.
Et les décors utilisés sont les suivants. Une salle de projection, la cour ou les jardins d'un studio, la maison de Jérémie Procoche sur la voie à pied Antica, l'appartement de Paul et Camille dans un quelconque immeuble locatif moderne. Et la deuxième partie du film se passe à Capri. Le seul décor utilisé là est celui de la villa de Malaparte, avec aux alentours les énormes et grandioses blocs de rochers sauvages plongeant directement dans le royaume de Poséidon. Il y a deux mondes dans ce film. Il y a le monde moderne et puis il y a le monde antique et les deux s'interpénètrent. Il faut qu'il y ait l'impression d'un monde qui est encore antique et qui est la modernité la plus contemporaine. Et pour lui, le monde antique, c'est les représentations qui en ont été données, c'est-à-dire avec très peu de couleurs. Et on sait que la trichromie était déjà des caractéristiques de l'art grec, etc. Donc du coup là, il veut se rapprocher d'une représentation du monde où le monde serait encore proche de l'antique, pour aller vite. Et après, évidemment, il va aller dans ce sens-là, y compris quand il fait le monde moderne, y compris quand il fait l'appartement romain. Quand est-ce que tu téléphoneras à ton copain pour les rideaux? Je commence à en avoir marre. Godard loue un appartement en vente. Il a toujours fait ça, Godard, parce que c'est pas cher et qu'on peut faire ce qu'on veut puisque l'appartement va être vendu. Du coup, il le loue à l'agence, en gros, qui est en train de vendre l'appart. Donc là, c'est le cas, mais il a beaucoup fait ça dans les années 60. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout est blanc. Et il dit, voilà, je veux un canapé de telle couleur, je veux... C'est-à-dire qu'il peint à même l'appart. Il peint l'écran en mettant dans le champ les couleurs dont il a envie. Godard sait très bien qu'à un moment, par exemple, c'est l'apparition d'une couleur qui va être aussi importante qu'un silence dans le dialogue, ou que c'est le moment où le travelling démarre, c'est aussi important que ce qui se dit dans l'histoire ou ce qui se passe dans le plan. Le canapé est aussi important que ce qui se dise ou que la statue dans l'appartement, c'est-à-dire c'est un film où Godard joue avec des éléments qui sont de toute nature. Bon, Le Mépris, ça c'est une évidence, est un film très en avance. Je parle ce que Le Mépris dit du cinéma, sur quelque chose comme ça d'un peu crépusculaire, sur le producteur américain qui vient, qui comprend rien au film, etc. C'est-à-dire que Serge Danet a très bien analysé ça. Il dit c'est un film prophétique. Alors que pour Godard, ça marche plutôt bien à l'époque, puisqu'il est très célèbre. Un bout de souffle l'a rendu très très célèbre. Ces films font beaucoup parler d'eux. Godard est le cinéaste dont on parle le plus, même quand ces films ne marchent pas. C'est étrange, cette histoire-là. C'est-à-dire que Godard a, sur le mood, enfin comme ça, sur le climat de l'époque, il a de l'avance, mais une avance négative, puisque il dit finalement, bon, c'est peut-être le dernier grand film classique que je suis en train de faire. Peut-être que c'est fini. Peut-être que tout ça est fini. Et du coup, évidemment, dans Le Mépris, quand on voit les caméras, quand on voit, etc., c'est déjà un retrait un peu. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, voilà ce qu'a été le cinéma. Et ça va s'arrêter. Parce qu'il y a quelque chose de très funèbre dans Le Mépris, sur les travelling, les caméras, etc., quoi. Et donc il y a à la fois la vie et puis la mélancolie de la vie. Il ne s'humilie pas des leurs impuissants. J'ai toujours connu Godard regardant le cinéma dans un rétroviseur. Enfin, c'était toujours... je voudrais faire un film comme les films de la Monogramme, les films américains de la Monogramme.
Bon, mais en 65, 70, la Monogramme, elle avait disparu. On ne faisait plus de films comme les films de la Monogramme, puis il n'y avait plus la Monogramme. Et ensuite, c'était, je voudrais faire des films comme Nania, je voudrais faire des films comme... Et c'était toujours le cinéma, c'était mieux hier. Pas forcément 10 ans avant, mais hier, simplement. Hier, jeudi, c'était mieux qu'aujourd'hui, vendredi. Sans remonter jusqu'au temps des artistes associés ou au cinéma de la Monogramme, braquons notre rétroviseur vers les années 50, ces années qui précèdent l'émergence de la nouvelle vague française. Une aventure moderne fend le paysage cinématographique, impose sa radicalité. C'est un film que Roberto Rossellini tourne en 1953, Voyage en Italie. L'histoire de Catherine et Alex Joyce, un couple d'Anglais interprété par Ingrid Bergman et George Sanders, qui ont l'amère révélation qu'ils ne s'aiment plus et commencent à se mépriser. Le film sort en France en 1955 sous le titre « L'amour est le plus fort ». Et dans le numéro d'avril des Cahiers du cinéma, Jacques Rivette écrit dans sa lettre sur Rossellini « S'il est un cinéma moderne, le voilà. Il me semble impossible de voir Voyage en Italie sans éprouver de plein fouet l'évidence que ce film ouvre une brèche et que le cinéma tout entier y doit passer sous peine de mort. Par l'apparition de Voyage en Italie, tous les films ont soudain vieilli de 10 ans. Rien de plus impitoyable que la jeunesse, que cette intrusion catégorique du cinéma moderne, où nous pouvons enfin reconnaître ce que nous attendions confusément. Voilà notre cinéma, à nous qui nous apprêtons à notre tour à faire des films. Godard n'est pas quelqu'un qui a découvert le cinéma dans l'enfance. Enfin, les années où Godard, le cinéma rentre et s'inscrit définitivement dans son cerveau, c'est très court, c'est 5-6 ans. C'est les années 50. C'est quand il commence à être critique au Cahier, etc. Mais là, il y a un certain nombre de films qui se gravent, alors là, à vie. Dans la tête de Godard, et qui vont revenir pendant 40 ans. C'est Monica de Bergman, c'est Le Voyage en Italie. Si on regarde Le Mépris, il y a la moitié des choses du Mépris viennent de Voyage en Italie. Par exemple, les statues. Les statues des dieux, c'est évidemment directement les statues du musée de Naples qu'Ingrid Bergman va visiter dans Le Voyage en Italie. Et ça a la même fonction, puisque dans un moment donné, quand elle visite le musée de Naples, il y a une statue qui domine les personnages comme ça, et elle est toute petite en bas, c'est l'Hercule. La caméra monte et elle devient toute petite c'est la même chose, c'est-à-dire c'est des dieux, enfin c'est des gens qui sont plus grands que les êtres humains et qui les dominent, voire qui dirigent un peu leur destin. Donc il y a ça, il y a dans le Mépris, il y a la scène de ménage au milieu du film, qui est cette espèce de moment insulaire comme ça, qui est finalement un modèle réduit du Voyage en Italie. C'est exactement Le Voyage en Italie en 20 minutes. La façon dont le couple s'évite, se croise, etc. Ça veut dire qu'il y a deux modèles. Godard a deux modèles en tête, un modèle littéraire, enfin si on peut dire, qui est le scénario qui est Moravia, et puis un modèle cinéma qui est Le Voyage en Italie. Et il mixe très bien les deux. Et là-dessus, il les mixe tellement bien que finalement on ne voit pas qu'il y a deux origines dans le film. Finalement, qu'est-ce que c'est Le Mépris? C'est un 25e de seconde qui dure 1h30, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une femme qui aime un homme cesse de l'aimer? En gros, c'est évident que un cinéaste normal, il raconte l'histoire, il fait son scénario sur l'idée une femme aime un homme, et puis à la fin du film, elle ne l'aime plus. Et donc il débite en scène où on voit qu'elle l'aime encore, puis qu'elle l'aime plus, etc. C'est-à-dire qu'il linéarise ça. Godard fait le contraire, c'est-à-dire Godard il prend
le 24e de seconde en question, et il fait le film autour en artichaut, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il ne linéarise pas cette histoire-là, il la pose comme un fait brut, total, et finalement le film n'explique pas ça. Quand on sort du film, on ne sait toujours pas pourquoi Brigitte Bardot est passée de l'amour au mépris. Le film dit, voilà, un jour, dans un couple qui s'aime, ça bascule. Le film est fait, c'est un objet construit sur cette seconde. Mais le film ne dilue pas cette seconde, ne la psychologise pas et ne la raconte pas. Cette seconde, elle va revenir, c'est peut-être le plan de la voiture, le démarrage comme ça, etc., de l'Alfa Romeo, mais Godard construit le film autour d'une seconde à laquelle il garde toute son opacité. Ça veut dire que le film de Godard dit le contraire le cinéma des scénaristes disent on va vous expliquer pourquoi une femme cesse d'aimer un homme. Et Godard dit personne ne peut expliquer pourquoi une femme cesse d'aimer un homme, il faut regarder. Mais c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose à comprendre finalement, même si c'est un événement bouleversant pour lui et pour elle. Tipus trailers. Visita mi canal. C'est la première séparation entre Piccoli et Bardot. On peut peut-être dire que l'histoire, entre autres choses, c'est l'histoire d'une séparation. Et les séparations, les diverses séparations ponctuelles dans le film sont traitées toujours avec l'arrière-pensée. On peut dire que de faire penser à la dernière séparation. Par exemple, dans cette scène-là, c'est pas une question de montage, c'est une question de mise en scène. Palance appuie 18 fois sur l'accélérateur avant de faire démarrer la voiture, ce qui va se reproduire à la fin. Ça, c'est une première chose qui montre que les séparations diverses ont une ressemblance avec la séparation finale. On sent que Piccoli est en perte de vitesse, mais c'est d'ailleurs très net. J'ai l'impression que Godard a tout de suite voulu qu'on voit que c'était lui qui se mettait en perte de vitesse. C'est-à-dire c'est lui qui permet qu'il la laisse partir et qui, comme s'il se rendait compte immédiatement qu'il a tout de suite fait une bêtise, mais c'est déjà trop tard. Il est effectivement en retard d'un train, mais c'est lui qui a pris le train d'après. Donc c'est comme. D'ailleurs, j'ai trouvé en voyant le film que c'était un personnage assez masochiste, disons. Voilà. C'est quelqu'un qui détruit quelque chose. Il détruit son amour, il détruit le rapport avec sa femme. Enfin, ça évidemment on peut le dire que quand on a vu tout le film, mais j'ai l'impression quand même que tout comme chaque séparation donne une piste vers la dernière séparation dramatique, puisque c'est la mort, chaque acte de Piccoli aussi est une pièce détruit une pièce de l'édifice du couple. On est bien dans une deuxième étape qui amplifie l'idée de séparation, qui la dramatise encore plus, avec la musique comme la première fois, avec la séparation des corps comme la première fois, mais en plus un autre temps cinématographique et une disjonction totale de rapidité entre l'un et l'autre. Attends-moi quand même, tu exagères. Piccoli, en fait, c'est pas seulement qu'il est largué dans la vitesse, c'est comme s'il savait pas lui-même exactement à quelle vitesse il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir. Par exemple, pour le premier plan où Bardot s'en va de la maison, il y a le son de Piccoli est extrêmement fort. Il l'appelle très fort. On croit que le plan d'après, on va le voir se précipiter sur elle. Or, il est en train de marcher très lentement.
comme quelqu'un qui tout à coup regrette d'avoir poussé un cri de colère, quelque chose comme ça. Il remet son nœud de cravate, il fait quelque chose d'extrêmement normal et il va très très lentement. Et quand on repasse à nouveau sur Bardot, cette fois-ci c'est elle qui a doublé de vitesse et qui est en train de descendre l'escalier très rapidement. Donc c'est vraiment un asynchronisme absolu sur leur état mental, donc qui est figuré par leur démarche, en l'occurrence leur rapidité de démarche, et accentué par le fait que Piccoli est un coup rapide, un coup énervé, un coup calme, et qui sait vraiment absolument pas plus comment traiter le problème de la relation qu'il a avec sa femme. Voilà. Alors là, lors de cette troisième séparation, on a l'impression que Camille lui jette lui propose une dernière chance. C'est la même formule, le même dialogue que quand Prokosch a emmené Bardot à Cinecittà. Et puis ça s'est tourné à peu près de la même façon, le regard insistant est à peu près de la même façon. Et il y a un truc particulier, c'est que le son de Piccoli qui lui dit vas-y Camille, vas-y, off sur le plan de Bardot, puis on vient sur Piccoli et il dit la même chose, exactement les deux mêmes lignes, les deux mêmes mots du scénario. Alors ça, j'ai l'impression une double fonction. Musicalement, c'est intéressant de distendre ce temps, puisqu'on a l'impression que c'est une sorte de dernière planche de salut que lui a jeté Bardot. Et d'autre part, ça donne aussi l'impression, comme dans la séparation de l'appartement, et comme à peu près depuis le début des séparations, que Piccoli patauge. Quelquefois, il ne sait pas s'il doit aller vite, il doit aller rapidement, et là, c'est comme s'il ne savait plus quoi dire, donc il redit deux fois la même chose. Et encore une fois, il s'enfonce. Voilà, j'ai l'impression que ça creuse encore sa négativité, son impuissance, bien que Bardot aille vers lui. Voilà, en fait, le film est très très cruel sur l'homme, j'ai l'impression, et très 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 curieux et très filme la femme avec beaucoup d'envie de comprendre, beaucoup d'envie d'aimer, et l'homme est particulièrement infernal, j'ai trouvé en voyant le film plusieurs fois. J'ai l'impression que la lettre de Camille, enfin les mots de Camille sont là pour figurer la présence de Piccoli. Donc encore une fois, on est dans une espèce d'arythmie, on est dans une grande violence de sonore avec le moteur de Prokosch, et puis l'accident sur le deuxième travelling sur les derniers mots de Camille, et l'image, elle, est encore une fois asynchrone. Le défilement sur les lettres que doit lire Piccoli, ça fait penser, on est donc avec Piccoli, comme je disais tout à l'heure, les trois personnes sont dans la scène, et Piccoli est encore une fois à un autre rythme extrêmement lent, il lit la lettre extrêmement longtemps. Si on veut psychologiser, on peut peut-être dire qu'il est consterné par les mots d'adieu de Camille, mais en fait, encore une fois, il est en asynchronie totale, il se passe quelque chose d'extrêmement violent au son et à l'image d'un côté, dans la réalité, disons, ça raconte aussi qu'au moment où il lira la lettre, il ne sait pas que c'est pire qu'il pense, c'est-à-dire que non seulement elle s'en va, mais elle s'en va pour toujours puisqu'elle est morte. Très beau dans le film, c'est la façon qu'il a filmé cette femme, dont il s'est approché d'elle, dont il a fait sans la changer. Ça, c'est encore une chose très extraordinaire, sans la changer, sans changer son débit de voix, sans lui donner de sottes indications de ton. Elle est absolument comme elle est totalement différente, et elle est un personnage totalement mystérieux, avec son espèce de naïveté, son espèce de voix traînante, ce qu'elle a. Rien n'est changé, et pourtant, ça n'est pas du tout la même personne. C'est un personnage de film excessivement mystérieux à comprendre, qui a un intérieur extrêmement riche, que les gens croyaient que Bardot n'avait pas, ce qui est faux, il n'y a pas de jugement à faire là-dessus. Mais bref, il a accédé au mystère du personnage et au mystère de Bardot.
Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Hermann. Et Fritz Lang. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde.